news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu les membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, AIS-CCUF. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé une audience le lundi 31 janvier 2022 aux membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, AIS-CCUF, présent à Abidjan dans le cadre de la 9e Assemblée générale de leur association. La dite délégation était conduite par le président de la Cour des comptes, M. Diomandé Kanvali. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la 9e Assemblée générale qui ont débuté ce matin et que vous avez rehaussé en acceptant qu'elle soit placée sous votre parrainage s'étendront sur 2 jours. C'est pour nous à la fois un devoir et un plaisir de vous rencontrer pour vous présenter nos civilités. Vous remercier de l'oreille attentive prêtée aux activités de notre association et recueillir vos sages conseils. L'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français entend promouvoir et favoriser les bonnes pratiques de gouvernance publique dans les États membres. Nous avons vocation à développer les échanges entre les institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Mais les enjeux de la francophonie se mêlent aussi à la proximité de nos positionnements institutionnels. Notre Assemblée générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Nous avons dû faire face à une modification profonde de nos méthodes de travail et je crois pouvoir dire sans fausse modestie que nous y avons fait face avec agilité et dynamisme. C'est en grande partie grâce au leadership assuré par la Cour des comptes de Côte d'Ivoire que nous avons pu atteindre ces résultats. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a souligné l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États et la nécessité pour cette institution de continuer d'avoir un regard objectif sur la gestion des budgets. La Cour des comptes est un élément de coopération entre nous. Nous avons une organisation juridique bien au point. Et moi, je me réjouis donc que vous soyez en Côte d'Ivoire et que l'UMOA nous a demandé de créer une Cour des comptes indépendante et séparée. Et surtout, je voudrais vous féliciter, M. Kanvali, pour l'excellent travail que vous faites au niveau de la gouvernance. Considérez aussi que les institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif sur la gestion des budgets. C'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. L'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français est un réseau de 43 institutions de contrôle de finances publiques des États francophones. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire assure la présidence de l'institution depuis 2018. La rencontre a pris fin par une photo de famille. Le Premier ministre, Patrick Achi, a présidé ce lundi 31 janvier 2022 la cérémonie d'ouverture de la 9e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, placée sous le parrainage du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Les 2 principaux thèmes autour desquels vont tourner les réflexions des participants pendant ces 2 jours sont le contrôle de la dette publique, la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Cette cérémonie d'ouverture a vu la participation par visioconférence de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes française. M. Kanvali Diomandé, président de l'AIS-CCUF, par ailleurs président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Mesdames et messieurs les membres des délégations prenant part à l'Assemblée générale, je voudrais vous dire à tous et à chacun le plaisir de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire de vous accueillir dans la fraternité de notre communauté professionnelle. Cet espace d'échange permettra aux participants de renforcer leurs capacités sur les thèmes arrêtés. La pratique pour les institutions supérieures de contrôle de se mettre ensemble, d'échanger leurs pratiques, ça leur permet d'être rassurés dans leurs pratiques, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont utilisées par les autres, et ça permet de s'enrichir des bonnes pratiques des autres. On est 77 participants
chacun a une gestion différente de gérer la dette de son pays. C'est très bénéfique de pouvoir participer à cette assemblée afin de pouvoir échanger avec nos autres pays, surtout des pays africains. C'est ça qui me fait plaisir. C'est un espace pour les francophones, pour les Africains et pour le continent africain. Le Premier ministre Patrick Achi s'est réjoui de la tenue d'un tel événement en Côte d'Ivoire, saluant la portée des échanges et réflexions qui seront émis lors de ces échanges. L'organisation de cette rencontre pourra, par la qualité des échanges, formuler les propositions institutionnelles innovantes pouvant contribuer au renforcement des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'ensemble de notre espace francophone, concourant ainsi à la place particulière qui est la sienne dans le concert mondial des nations. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde un intérêt absolument stratégique au renforcement de la bonne gouvernance, levier essentiel de l'accélération de notre développement et de la transformation de notre économie au cours de la prochaine décennie. En effet, sans administration efficace, transparence, utilisant rationnellement et pertinemment la richesse nationale produite, cette vision ne pourra se réaliser à la pleine mesure de nos ambitions et celle du peuple ivoirien. Et si, comme en Côte d'Ivoire, la loi confère aujourd'hui aux institutions supérieures de contrôle les moyens juridiques et institutionnels adéquats pour leur mission, je me réjouis que votre association, qui adhère aux valeurs de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, INTOSAI, soit un cadre d'optimisation de cette mission par le renforcement constant de leurs pratiques techniques et éthiques, comme le souligne le préambule de vos statuts. J'ai l'honneur de déclarer, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouverte la 9e Assemblée générale de l'AISCCUF et souhaite plein succès aux travaux ainsi lancés. Il revient aux institutions supérieures de contrôle de veiller aux questions relatives à l'endettement devant la grève manifestée par le bailleur de fonds de voir certains pays en voie de développement cloués sous le poids d'une dette excessive, voire insurmontable. Pour cette première journée, une séance de travail sur le thème retenu par l'Assemblée générale. La deuxième journée sera basée sur la gestion de l'association, le bilan des activités des 3 dernières années, les perspectives sur les 3 années à venir ainsi que la situation financière de l'association, enfin le renouvellement de son bureau exécutif. C'est chose faite. Le Cameroun est en demi-finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables se sont imposés samedi dernier devant les Scorpions de la Gambie, 2-0. Après 20 minutes du coup d'envoi, le rythme s'emballe au magnifique stade de Japoma à Douala, entre le Cameroun et la Gambie. Les Lions indomptables partent à l'assaut du camp gambien et multiplient les situations dans la défense des Scorpions. D'abord avec une frappe lointaine de Faye Collins qui trouve le filet extérieur, puis le tir d'Aboubacar Vincent qui frôle le montant gambien. L'attaquant camerounais va ensuite trouver Mobou Job sur sa trajectoire, auteur d'une superbe parade à bout portant à la 36e minute. La Gambie plie mais ne rompt pas. Et à la fin des 45 premières minutes, les deux sélections se séparent sur un score nul et vierge. De retour des vestiaires, ce sont les Lions indomptables qui vont donner le premier coup de griffe dans ce quart de finale. Sur un centre de Faye Collins qui trouve la tête de Karl Toko Ekambi à la 50e minute et permet au Cameroun de mener 1-0. Les compteurs sont ouverts, puis 7 minutes plus tard, Karl Toko Ekambi est à nouveau là pour mettre le second coup de griffe. Parfaitement trouvé au second poteau par Martin Ronla, l'attaquant de l'Olympique lyonnais crucifie les Scorpions de la Gambie d'un plat du pied à la 57e minute de jeu. Malgré toutes les tentatives pour la Gambie de revenir à la marque, le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Une véritable correction signée Karl Toko Ekambi grâce à son doublé à la 50e et à la 57e minute de jeu au stade de Japoma, pris d'assaut par des milliers de supporters camerounais aux couleurs vert, rouge et jaune. Le pays de Paul Biya a été la toute première nation à tenir son ticket de qualification pour les demi-finales. Une victoire sans faute, un parcours brillant dans cette grande messe du football africain. La Gambie, qui était à sa toute première participation en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, sort de cette compétition par la grande porte, au regard de son brillant parcours qui prend fin à ce niveau de la compétition. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront jeudi prochain à 20h les Pharaons d'Égypte en demi-finale, probablement au complexe sportif d'Olembe. En attendant cette rencontre importante, les 27 millions de Camerounais peuvent continuer à célébrer cette grosse et belle victoire des Lions indomptables qui ont valablement marché sur les Scorpions samedi dernier sans essuyer aucune morsure.
C'est le mardi 1er février 2022, comme pour marquer les esprits des journalistes, premier jour du mois de février inscrit dans l'agenda du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, qui est choisi pour une rencontre entre M. Kwadio Konan-Bertin et les instances de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire que préside notre confrère M. Jean-Claude Coulibaly. Il est 15h10 lorsque le cortège strict, réduit au commande-car et à la limousine de fonction du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale arrive à la Maison de la Presse au Plateau, le quartier administratif de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme pour honorer ce corps de métier prestigieux des journalistes de Côte d'Ivoire au sein de leur union, l'UNGCI. Rien de plus gratifiant. Accueilli à sa descente par le très charismatique président de l'UNGCI, M. Jean-Claude Coulibaly, M. le ministre a salué tour à tour les journalistes très heureux de cette visite qui les honore. Petite visite guidée du centre de santé de la Maison de la Presse, rencontre avec les médecins, visite de la salle des soins et du dispositif d'évacuation sanitaire. C'est alors que la délégation visite aussi la bibliothèque, le centre névralgique du savoir pour les journalistes, abonné à la lecture en permanence. Et quelques instants d'attention face aux photos qui marquent la reconnaissance des primés aux Ébonies, le prestigieux trophée du baromètre de l'excellence de la presse en Côte d'Ivoire. Une escale dans ce lieu hautement symbolique qui a retenu l'attention du ministre Kwadio Konan-Bertin. Après un bref tour d'horizon du département administratif, comme pour saluer les membres actifs permanents du siège de l'UNGCI, allant du secrétariat au bureau du président de l'UNGCI avec un petit tête-à-tête sous les crépitements des photographes, comme pour dire « Oui, monsieur le ministre, vous êtes chez nous à la maison ». Dans la salle, réservée à la circonstance, les journalistes avaient pris place, stylo, dictaphone, caméra, tout était prêt à écouter ce que leur dira le ministre Kwadio Konan-Bertin qui les honore de sa visite dans ces locaux de la Maison de la Presse. La presse écrite, la presse parlée, tous attendaient le ministre qui, accompagné de sa délégation et du président de l'UNGCI, ne s'est pas fait attendre. Le maître des cérémonies plante le décor en présentant l'invité du jour, une présentation synthétique du ministre et le but de cette rencontre conviviale. À tout seigneur, tout honneur. M. Jean-Claude Coulibaly est le premier à prendre la parole en sa qualité de président de l'UNGCI. Merci en tout cas d'être venu cet après-midi à la Maison de la Presse d'Abidjan, la Maison des journalistes, la Maison des professionnels de la communication. Merci d'être venu à notre appel parce que cet après-midi, nous recevons une illustre personnalité. Kwadio Konan-Bertin n'est pas quelqu'un à plaisanter parce que c'est quelqu'un qui, déjà, de son emprunt, a marqué et continue de marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout simplement que la Côte d'Ivoire, surtout notre génération, a besoin qu'on nous fasse un tout peu confiance. Et le président Alassane Ouattara ne s'est pas trompé en le désignant comme le ministre de la Réconciliation, parce que c'est quelqu'un qui a une histoire avec tout le monde, un vécu, qui a eu le temps de fréquenter toute la classe politique, qui a grandi avec toute une génération de divers bords, de diverses considérations politiques, et qui sait au moins, plus ou moins, ce que chacun pense, quel que soit le bord politique. Donc ce n'est pas un hasard pour certains, et pour d'autres, ça pourrait paraître comme de l'opportunisme, mais ce n'est pas le cas. C'est un choix savamment pensé, eu égard au parcours de l'homme, eu égard à sa proximité avec les populations de Côte d'Ivoire, eu égard même à ses origines. Parce que pour réconcilier, il faut avoir non seulement le parcours, la culture et en même temps la valeur intrinsèque. Moi je pense que le ministre Kwadio Konan-Bertin incarne tout cela.
Ensuite, c'est au tour du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Kwadwo Konan-Bertin, de s'exprimer. Lui que nous aimons écouter, tellement il a les mots justes, le verbe précis en toutes circonstances. Le journalisme, quel beau métier, héritier d'une grande cause, celle de laisser l'humanité condamnée à l'obscurantisme. Vous tous ici rassemblés, marchez dans les pas de vos célèbres dévanciers. Albert Long, Émile Zola, Joseph Kessel, plus loin, mais plus près de nous, Laurent Dona Fologo, Joseph Diomandé, Lévi Nyamke. Quel beau métier! Beau métier quand les conditions d'exercice de votre travail sont réunies. Sublime métier quand vous n'êtes pas harcelé, pourchassé ou tout simplement assassiné. Pour des faits, certes crédibles, mais que certains ne veulent ni entendre, ni voir, encore moins lire. Beau métier, mais métier dangereux aussi. Selon Reporters sans frontières, en 2020, 50 journalistes ont été tués. 53 en 2019, 80 en 2018. Plus parlant encore, selon l'UNESCO, entre 2010 et 2019, près de 900 journalistes ont été tués dans le monde. Il s'agit là d'un bilan effroyable pour des gens qui n'ont pour seule arme que des stylos, des dictaphones, des appareils photo, des caméras et des perches ou encore des micros. Beau et difficile métier qui a tellement changé aussi depuis ces 3 dernières décennies. Changement? Non. Plus que cela, de gigantesques bouleversements. Les réseaux sociaux, qui constituent dorénavant des médias à part entière, sont devenus une fenêtre de délégitimation des médias traditionnels. C'est alors que quelques questions ont été posées au ministre sur l'invitation de l'UNGCI à la réconciliation nationale et sur les défis à relever. Le ministre a répondu. Nous sommes le 1er février, c'est ça? C'est ça. Ma première visite officielle en ce début d'année, c'est à vous que je la consacre. Parce que nul n'ignore l'importance de la presse dans son ensemble dans le processus de la réconciliation nationale. Je parlais de nos différences. Nous sommes en démocratie et ce n'est plus la pensée unique. Et j'ai même dit que vos lignes éditoriales sont là pour attester nos différences. Cependant, que chacun de nous puisse savoir faire preuve d'élévation quand il s'agit de l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation ivoirienne. Et j'ai dit que la réconciliation a besoin de vous. Ce n'est même pas ma modeste personne. La réconciliation a besoin de vous. Ça veut donc dire que pour cette année 2022, nous allons travailler quasiment ensemble. C'est alors que s'est achevée cette cérémonie conviviale, comme l'a si bien dit le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale de Côte d'Ivoire, sa toute première sortie de l'année 2022 accordée à l'Union des journalistes de la Côte d'Ivoire, comme pour marquer sa grande considération et rappeler aux membres de ce corps de métier leur partition à jouer dans le processus de la réconciliation nationale. Le ministre a rendu officiel son message inscrit à l'encre indélébile dans le livre d'or de l'UNGCI pour la postérité. Sollicitant votre participation effective au processus de réconciliation déjà enclenché, je vous réitère tout mon soutien.
Une photo de famille avec la délégation de l'UNGCI a clôturé cette visite du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale de la République de Côte d'Ivoire, M. Kouadio Konan Bertin, ce 1er février 2022. Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun est le thème arrêté pour la 56e édition de la Fête nationale de la jeunesse qui se tiendra le 11 février prochain. En prélude à cette manifestation, le ministre de ce département ministériel, Mounouna Foutsou, a tenu une conférence de presse conjointe avec les ministres de la communication, porte-parole du gouvernement, ici représenté par son secrétaire général, et le ministre de la santé publique à l'auditorium du MINCOM. Au cours de cette rencontre gouvernementale, le porte-parole de la jeunesse a fait un exposé sur les motifs du choix du thème. Comme vous le savez, la célébration de la fête de la jeunesse depuis 1966 est la manifestation de l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à la jeunesse, fer de lance et espoir de la nation, qui, grâce à son dynamisme, son potentiel fort varié et son importance numérique, doit conduire inéluctablement le Cameroun vers l'émergence tant voulue par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers jeunes, le thème retenu par la très haute hiérarchie dans le cadre de la célébration de la journée dédiée à la jeunesse camerounaise cette année est jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun. En anglais, Youth and Voluntary Participation in the Major Challenges of Cameroon. En effet, la jeunesse camerounaise, frange majoritaire de la population, doit, au regard de son potentiel reconnu à travers le monde, s'engager volontairement à œuvrer pour le développement inclusif et durable de notre mère patrie, avec pour socle son attachement sans faille aux valeurs civiques, morales et éthiques qui sous-tendent la vie dans notre nation. Elle doit pour cela multiplier des actions patriotiques en vue de renforcer la cohésion sociale et partant le vivre ensemble harmonieux camerounais. La célébration de la fête de la jeunesse depuis 1966 est la manifestation de l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à la jeunesse, fait de lance de la nation. Cette onzaine de la jeunesse 2022 intervient dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. À cet effet, face à la pandémie mondiale à Covid-19 qui ne cesse de faire des ravages, le patron de la santé au Cameroun exige le strict respect des mesures gouvernementales. Et donc, je voudrais simplement ici que nous prenions conscience de ce que l'autorisation de célébrer cette fête devrait être considérée comme un privilège par la jeunesse, comme un cadeau fait par Monsieur le Président de la République, parce que c'est une autorisation exceptionnelle. Considérons aussi que les mesures de restriction, les 13 mesures qui avaient été édictées par Monsieur le Président de la République et rendues publiques par Monsieur le Premier chef du gouvernement restent en vigueur. Et donc, nous voulons le préciser pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Maintenant, au 27 janvier 2022, la situation épidémiologique nationale fait état de 117 123 cas positifs, parmi lesquels nous avons encore 996 cas actifs, 67 personnes hospitalisées, dont 25 sont sous oxygène, toutes des personnes non vaccinées. C'est important de le préciser. Et c'est pour cela que je voudrais inviter tous ceux qui sont dans la salle à bien porter leur masque, à porter déjà leur masque et à bien porter leur masque, parce que le masque couvre le nez et la bouche.
Il y a ceux qui portent juste sur la bouche, ça ne sert à rien. Donc il faut couvrir le nez et la bouche. Pour ce qui est du défilé, activité phare marquant la clôture de la manifestation de la 56e édition de la fête de la jeunesse, il se déroulera en groupe restreint. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est réuni ce mardi 1er février à la salle de la Rotonde du Palais de l'Assemblée nationale de 11h à 12h30. Un point unique a été enregistré à son ordre du jour, intitulé ainsi qu'il suit. Information. Au terme de la réunion, l'on retient ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé de la décision du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaro, ayant désigné le vice-président Bitogo Adama en qualité de président par intérim de l'Institut. Aussi, le bureau de l'Assemblée nationale porte-t-il à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la présente décision d'intérim. À ce titre, le président par intérim, le député M. Adama Bitogo, a en charge le plein fonctionnement de l'institution conformément au texte législatif et réglementaire. Il est à noter que l'intérim prendra fin dès le retour en Côte d'Ivoire du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaro, absent de la Côte d'Ivoire pour des raisons médicales. La présidente coordonnatrice nationale du mouvement citoyen pour la paix et l'unité, Apollonie Fleur-Blaze, a présidé ce 28 janvier 2022 à Yaoundé la réunion du bureau exécutif du mouvement en présence des responsables des délégations régionales, des autorités traditionnelles et de plusieurs invités de marque. Les membres du mouvement citoyen pour la paix et l'unité ont dressé le bilan de l'année 2021 et approuvé l'agenda des activités pour l'année en cours. Du bilan de la présidente coordonnatrice nationale, il ressort que le mouvement citoyen pour la paix et l'unité a pu implanter ses marques en 2021 pour rehausser l'image de leur leader Franck-Emmanuel Biya à travers des cérémonies de remise de dons aux orphelins et aux écoliers de certaines contrées et de nombreuses autres activités. Si la présidente regrette l'instabilité qui secoue l'association en 2021 avec les cas de démission, elle précise tout de même que les adhérents du mouvement citoyen pour la paix et l'unité sont des laboureurs de la Troisième République qui se fera avec une jeunesse active et conquérante. La réunion d'aujourd'hui, c'est une mise en forme pour implémenter le mouvement réel sur le terrain et puis l'installation des régions et le lancement officiel. Je crois que c'était les mots-clés. Et puis faire la connaissance des uns des autres pour la nouvelle dynamique. Les résolutions sont multiples. Il faut voir, nous n'avions qu'un objectif, qu'une idéologie, que vous savez bien, avoir les valeurs d'humanisme et d'intégrité de notre champion, Franck-Olivier Biya, et aussi donner cette main tendue à toutes les couches les plus vulnérables pour s'améliorer dans la Troisième République. De l'exposé des délégués régionaux, on note que le travail de terrain a pris corps avec la constitution des délégations départementales et d'arrondissement dans certaines régions, même si l'opération d'implantation du mouvement fait face à quelques poches de résistance liées entre autres au contexte sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'environnement politique peu favorable dans certaines régions comme le littoral, mais aussi et surtout le manque de conviction de certains jeunes qui, au-delà de la précarité, expriment encore le doute quant à l'aboutissement du projet franquiste. Nous avons répondu présent à l'appel de la présidente coordonnatrice nationale, la présidente fondatrice du MCPU, notre mouvement. Ça a été une très belle rencontre où beaucoup de résolutions ont été prises, notamment les mécanismes et stratégies à mettre en place pour pouvoir ratisser belle le terrain. Je retiens de cette rencontre qu'il y a une forte adhésion de la part des Camerounais de tous les horizons, je voudrais dire, qui s'est fait distinguer dans la salle par la présence des
membres venus des 10 régions de notre pays. Pour rappel, le lancement officiel du mouvement prévu en décembre 2021 avait été reporté à cause de la tenue de la CAN 2021 au Cameroun, avec la restriction des mouvements de foule par les autorités. Sans oublier le non-versement des contributions de certains délégués régionaux. Au bout de 2 heures d'échange, les membres du mouvement citoyen pour la paix et l'unité, qui ont bénéficié de la présence de certains invités spéciaux, au rang desquels les autorités traditionnelles, les hauts cadres d'administration, les conseillers régionaux et les sénateurs se sont engagés à unanimité à faire du MCPU un véritable mouvement de masse en 2022. Je vais rassurer les citoyens de notre pays, les jeunes, nos populations, que tout ira bien. Je les appelle seulement de croire en nous, de croire au mouvement des jeunes, de croire au changement de la Troisième République, que tout va bien marcher et je les rassure que les choses vont changer dans les jours à venir. J'ai été convié et je suis membre du bureau exécutif de ce mouvement. Ce mouvement franquiste consiste à nous préparer à la transition, au changement et autres. Et nous avons pensé que les chefs traditionnels doivent donner leur onction à une éventuelle candidature du président de notre petit frère, Franck-Emmanuel Biya, dans le futur, dans l'horizon 2025. Nous pensons donc que ce mouvement est normal, surtout qu'il a eu l'adhésion de toute la représentativité nationale. Toutes les régions étaient présentes. Nous pensons qu'il y a de quoi le chef doit mettre de l'onction pour la paix, l'unité et le progrès de notre pays. Au rang des résolutions, la présentation de l'association aux autorités traditionnelles du Cameroun avant toute installation des différentes délégations, laquelle sera conditionnée par la contribution des délégués régionaux à hauteur de 200 000 francs CFA et l'élaboration des thèmes par région. Les participants ont également appelé de tout cœur la tenue permanente des réunions d'évaluation du bureau exécutif pour une meilleure efficacité. Une nouvelle année, de nouvelles perspectives. Assemblée nationale, secrétariat général, République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail, Abidjan le 1er février 2022. Communiqué de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce mardi 1er février à la salle de la rotonde du palais de l'Assemblée nationale de 11h à 12h30. Un point unique a été enregistré à son ordre du jour intitulé ainsi qu'il suit. Information. Au terme de la réunion, l'on retient ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale a été officiellement informé de la décision du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, ayant désigné le vice-président Bictogo Adama en qualité de président par intérim de l'institution. Le bureau a examiné les termes de la dite décision à la lumière des textes régissant l'institution, notamment la Constitution de la République et le règlement de l'Assemblée nationale. Aussi, le bureau de l'Assemblée nationale porte-t-il à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la présente décision d'intérim. Par conséquent, il les informe que le vice-président Bictogo Adama assure l'intérim du président Amadou Soumaoro. À ce titre, il a en charge le plein fonctionnement de l'institution conformément aux textes législatifs et réglementaires. Il est à noter que l'intérim prendra fin dès le retour en Côte d'Ivoire du président Amadou Soumaoro. Fait à Abidjan le 1er février 2022, le bureau de l'Assemblée nationale. Après les finales de 2008 et 2017, voici un nouvel affrontement qui devrait s'inscrire dans les annales du football africain. L'Égypte, prêt à prendre sa revanche face au Cameroun. Les pharaons d'Égypte, après leur impressionnante victoire face aux Lions de l'Atlas du Maroc dimanche dernier 2-0, sont déterminés à vaincre les Lions indomptables ce soir en demi-finale au stade d'Olembe pour se hisser en finale et décrocher leur 8e titre continental devant le Sénégal, première nation qualifiée pour la finale. Tel un guerrier, Mohamed Salah se refuse de quitter le sol camerounais sans la victoire. Nous ne sommes pas favoris pour gagner la CAN, mais nous ferons de notre mieux pour la ramener en Égypte. Je joue pour l'équipe nationale depuis 10 ans maintenant et j'adorerais gagner quelque chose pour mon pays. Pour Carlos Queiroz, sélectionneur des pharaons d'Égypte, l'échec face aux Lions indomptables n'est pas une option souhaitable. Propos recueillis lors de la conférence de presse d'avant-match hier.
au stade d'Olembe. Les pharaons d'Égypte entendent donc tout mettre en œuvre pour arracher une victoire face au Cameroun ce soir à Yaoundé. Encore faut-il le rappeler, le point fort de cette équipe est sa capacité à finir le match plus fort qu'il ne l'a commencé. Avec des joueurs d'impact en sortie de banc comme Trezeguet, dont l'entrée osée à la place de Mohamed Egazi blessé a changé le cours du match face au Lion de l'Atlas. Ahmed Saïd, ailier des Amalek, apporte une énergie inestimable à chacune de ses entrées. En 24 matchs, il y a eu 7 matchs nuls, 12 victoires pour l'Égypte, 6 pour le Cameroun, dont la dernière confrontation n'est autre que la finale de l'édition 2017 de la CAN au Gabon. Les Lions indomptables, bien que menés au score, s'étaient alors imposés dans les tout derniers instants sur un but de Vincent Aboubakar, alors utilisé dans un rôle spécifique de joueur d'impact en sortie de banc. Les Pharaons sont parés pour leur revanche sur le pays hôte de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. De son côté, le Cameroun tient à défendre son honneur face à l'Égypte. Après un parcours honorable, mais guère sémé d'embûches face aux Comores en 8e de finale et à la Gambie en quart de finale 2-0, le Cameroun assume désormais son rôle de favori. Déjà vainqueur à 5 reprises de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables se verraient bien ajouter un 6e trophée à leur collection. Ce d'autant plus que cette année, la grande messe du football africain se dit enfin à la maison. Porté par tout le pays, le Cameroun peut croire en ses chances, notamment grâce à ses céréales buteurs Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi, sans oublier Franzambo Anguissa, Faye Collins et Noutolo. Mais face aux pharaons d'Égypte ce soir, les Lions indomptables sont prêts à hausser le niveau de jeu, non seulement pour maintenir leur honneur devant la bande de Mohamed Salah, mais aussi et surtout pour aller à la conquête d'une 6e étoile de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour Antonio Conceição, l'adversaire est coriace, mais pas invincible. Salah est un joueur important qui peut faire la différence à tout moment, mais nous allons relever le défi de sorte à avoir l'équilibre en notre stratégie de défense et d'attaque, a déclaré le sélectionneur des Lions indomptables en conférence de presse avant-match hier en compagnie de Franzambo Anguissa. Il compte à cet effet sur un groupe serein et suffisamment préparé pour relever ce défi. Et davantage sur son capitaine Vincent Aboubakar, pas du tout impressionné par le phénoménal Mohamed Salah. C'est du moins ce qu'a confié le meilleur buteur de la compétition hier sur Radio France Internationale. Toutefois, devant son public, le Cameroun a bien évidemment un poids supplémentaire. Cela devrait lui permettre de faire la différence. Et les Lions indomptables sont avertis sur le potentiel de cette équipe égyptienne et aucun détail ne devrait être négligé. Les Lions gonflés à bloc sont prêts à rugir de plus belle ce soir pour filer en finale et rencontrer le Sénégal. Au final, qui ira retrouver Sadio Mané en finale dimanche prochain, Mohamed Salah ou Vincent Aboubakar? Le bureau de l'Observatoire du développement sociétal a tenu ce jour à Yaoundé une conférence de presse pour dénoncer des préjudices infligés aux populations de Ngombe à lundi dans l'arrondissement de Douala 5e par Madame Mekangwem Jean d'Arc, épouse Tema. D'après les faits étalés par l'Observatoire du développement sociétal devant les hommes et femmes de médias, Dame Mekangwem Jean d'Arc aurait rompu le protocole d'accord qui la lie à la collectivité villageoise de Ngombe dans la vente de terrain et des titres fonciers. Cette dernière fait l'objet de spoliation, de harcèlement, de violences aggravées, de trafic d'influence et attentes perpétrées à la sécurité d'une population qui n'aspire qu'à vivre en paix et jouir tranquillement de son patrimoine. Le sujet qui nous préoccupe ce jour porte sur des faits avérés de spoliation, harcèlement, violence aggravée, trafic d'influence, atteinte répétée à la sécurité d'une communauté qui n'aspire qu'à vivre en paix et jouir tranquillement de son patrimoine. Tout part de l'application des dispositions d'un protocole d'accord liant la collectivité villageoise de Ngombe dans l'arrondissement de Douala 5e au lieu dénommé lundi Adam Mekaken Janda, épouse Tema. Le protocole porte sur l'exploitation à titre locatif des terres de la collectivité en Palnoël. En vertu du dit protocole d'accord, Dame Mekaken est autorisée à procéder à l'immatriculation des terrains considérés
à la condition expresse que les titres fonciers obtenus soient établis au nom de la collectivité. Dame Mekaken s'y attelle, mais la collectivité découvre avec stupéfaction que tous les documents et les titres fonciers qu'elle obtient en immatriculation directe sont établis à son nom propre et à celui de ses enfants sans mentionner aucun des légitimes propriétaires. Il convient de préciser qu'à son arrivée à Ngombe, la collectivité l'a accueilli avec confiance et bienveillance, au point que les accords de départ sont restés verbaux jusqu'à ce que sa première tentative d'immatriculation littérant à son seul nom soit découverte et bloquée. C'est ainsi qu'est né le protocole d'accord écrit et dûment signé par les parties. Malgré cette trahison, la collectivité lui renouvelle sa confiance et lui offre 50% des terrains qu'elle a immatriculés selon les conditions arrêtées dans le protocole d'accord. Mais persistant dans sa volonté de s'accaparer le bien de ces populations, Dame Mekaken relance le processus d'immatriculation et cette fois, elle réussit, l'on ne sait comment, elle s'est fait établir plusieurs titres fonciers à son nom et celui de ses enfants. Les collectivités le découvrent et cédée et dessus, elle dénonce en toute légitimité le protocole d'accord, saisit et obtient du MINCAF l'annulation des titres fonciers pour le gisement acquis. À travers cette conférence de presse, l'ODS s'insurge contre ce mauvais traitement que subissent ces populations dans le 5e arrondissement de Douala et demande que justice soit faite. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.